C'est une question de hiérarchie. Les plaintes remontent, jamais ne descendent, toujours vers le haut. Tu te plains à moi. Je transmets à mon supérieur, et ainsi de suite. Je ne me plains pas à toi. Voici Il faut sauver le soldat Ryan. Il a remporté l'Oscar du meilleur film en 1998. Ah non, attends, ce n'est pas le cas. Écoutez-moi, bande de vauriens. Des acteurs, il y en a à l'appel. Et moi, Hugh Fenman, je tiens vos bijoux de famille dans mon chapeau. Voici Shakespeare in Love. Il a remporté l'Oscar du meilleur film en 1998. Croyez-le ou non, ce film a fondamentalement changé la trajectoire d'Hollywood à jamais. Bien sûr, cela peut sembler être un film pas si mémorable, issu du sommet du boom Miramax des années 90, mais c'est bien plus que ça. Ce film s'est en fait avéré être le cobaye pour montrer comment les studios de cinéma achètent les Oscars. Cette ferveur autour de la saison des prix, c'est incroyable. C'est presque comme Oscar Wilde et c'est vraiment comme la haute cour. Ce sont les gens sophistiqués. L'histoire des Oscars est loin d'être simple. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de remise de prix par excellence, mais ça n'a pas toujours été le cas. À l'origine, elle a été introduite comme un événement de gala destiné à mettre en avant les meilleurs et les plus brillants films qu'Hollywood avait à offrir. Cependant, tout ce faste et ce glamour ont toujours servi de paravent. Il y a en réalité une vérité plus sombre derrière la raison pour laquelle les Academy Awards, plus connus sous le nom des Oscars, ont été créés. Ils étaient destinés à servir d'outils pour briser les syndicats. La création de l'Académie des Arts et des Sciences du cinéma a débuté en 1927. Louis B. Mayer, magnat d'Hollywood, voulait ainsi saboter la montée de la défense syndicale en ville par une manœuvre de contournement. En 1929, Mayer a lancé les Oscars. Il l'a fait à la fois pour promouvoir les films qu'il jugeait dignes d'intérêt et aussi pour contrer certaines des histoires peu reluisantes de la presse sur le Hollywood des débuts. Plus précisément, pour disposer de la carotte et du bâton afin de contrôler réalisateurs, acteurs et autres militants de la syndicalisation. Au fil des décennies, les Oscars ont unilatéralement atteint un objectif de Mayer, devenant la référence du succès artistique. Les réalisateurs, les acteurs et les producteurs consacraient toute leur vie à tenter d'obtenir l'honneur de monter sur scène et de recevoir la petite statuette dorée. Évidemment, les origines douteuses de la cérémonie de remise de prix n'ont jamais complètement disparu, mais elles ont depuis beaucoup évolué, ou du moins, c'est la perception du public. Le vote aux Oscars a toujours été politique, marqué par jalousie professionnelle et préjugés raciaux, mais le processus pour gagner un Oscar était différent de celui d'aujourd'hui. Un film et en réalité un seul homme ont changé cela à jamais. Harvey Weinstein et Shakespeare in Love. Je voudrais remercier Harvey Weinstein. En 1998, les deux favoris pour l'Oscar du meilleur film étaient l'épopée de guerre de Steven Spielberg, Il faut sauver le soldat Ryan, et la comédie romantique historique Shakespeare in Love. L'un de ces films est un classique intemporel. L'autre, c'est un film dont le nom était resté dans les mémoires, mais je parierais que vous ne pouvez pas me dire précisément ce qui s'y passe. Peut-être que vous vous souvenez que ça parle d'un jeune William Shakespeare qui tombe amoureux de la femme qui va lui inspirer Roméo et Juliette. Mais même ça, c'est sans doute exagéré par rapport à la mémoire collective du film. Pourtant, il a obtenu 7 Oscars, dont meilleur film, meilleur scénario, meilleure actrice et meilleure actrice dans un second rôle. Pourquoi? Le film était-il si exceptionnel? Non, mais Harvey Weinstein savait manipuler les Oscars. Weinstein voyait les Oscars comme le chemin vers la légitimité pour Miramax. Alors, il a mené une offensive directe et agressive contre le statu quo de ces pratiques. Il a projeté ses films dans des maisons de retraite pour attirer les membres âgés de l'Académie. Il a lancé de mauvaises rumeurs et des controverses sur les films où les réalisateurs rivaux mentant littéralement sur leur vie personnelle afin de les discréditer aux yeux des votants. Dans certains cas, il payait les assistants personnels de membres de l'Académie pour remplir leurs bulletins et cocher tous les films Miramax gagnants. Ces tactiques ont fait de Weinstein l'un des hommes les plus puissants d'Hollywood. Il a à lui seul remodelé les types de films produits et orienté le paysage culturel dans une direction très précise pendant près d'une décennie, avant que ses agissements criminels ne causent en sa perte. Ces tactiques allaient ensuite être reprises par tous les autres studios et sociétés de production, au point que, lors de sa campagne pour légitimer le streaming, Netflix a littéralement adopté la stratégie de Weinstein. Ils ont placé de grands panneaux publicitaires, organisé des projections privées pour divers syndicats et offert des paniers cadeaux aux membres influents de l'Académie. Ces tactiques ont eu tellement de succès que Netflix a pu les utiliser pour littéralement redéfinir ce que sont le cinéma et la télévision. Peux-tu imaginer essayer d'expliquer ce qu'est le streaming à quelqu'un des années 30 ? Ce serait à la fois très facile et très difficile. Et Netflix a utilisé le copinage, la corruption à peine déguisée
pour faire changer la définition même de ce qu'est un film. Ils ont payé très cher pour que les projets streaming ne soient pas vus comme des téléfilms. Un film projeté en salle représentait autrefois le sommet du succès artistique, et ils ont complètement forcé tous les prescripteurs culturels à dire publiquement le contraire. Et cela a un impact négatif sur tout. Les scénaristes n'arrivent plus à en vivre, les acteurs ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, et les fenêtres de diffusion en salle sont réduites à 2 semaines. Toute l'industrie semble s'arrêter brusquement et on peut tracer une ligne directe entre Harvey Weinstein qui intimide les gens pour qu'ils votent contre « Il faut sauver le soldat Ryan » et l'effondrement quasi total de tout Hollywood. C'est partout. Ce n'est même pas vraiment un choix. Cette manière de faire campagne et de se promouvoir pour ses récompenses est désormais omniprésente à Hollywood. Ce n'est même plus un choix. Si vous êtes un artiste qui travaille dans cet enfer, vous devez jouer le jeu. Quand Leonardo DiCaprio faisait campagne pour The Revenant, il s'est littéralement fiancé pour montrer aux membres de l'Académie qu'il se rangeait et qu'il méritait de gagner le prix du meilleur acteur. Dès qu'il a gagné, étonnamment, lui et sa petite amie, sa fiancée, se sont séparés. Ce genre de parade de vie sur commande, c'est simplement ce qu'il faut faire aujourd'hui. Soyons honnêtes, Leonardo DiCaprio n'a pas besoin de défense. Il s'en sort très bien. C'est un exemple. S'il doit faire ça, imaginez ce que vivent les acteurs moins connus qui essaient de percer. Regardez aussi Timothée Chalamet. Ce type s'est tenu au sommet de la sphère à Vegas, criant « Marty supprime, bon sang ». Même dans la façon dont il fait ses discours de remerciement, passant d'une proclamation exagérée où il dit vouloir être l'un des plus grands à une attitude excessivement humble et réservée, la performance de la campagne pour un Oscar est tout aussi importante que la performance à l'écran. Je poursuis vraiment la grandeur. Je sais que les gens ne parlent pas comme ça d'habitude, mais je veux être l'un des grands. Je suis inspiré par les grands. Je suis inspiré par les grands qui sont ici ce soir. Soyons honnêtes, décerner des prix pour des œuvres artistiques est finalement absurde. L'art devrait être mesuré par son impact sur les gens, ce que ça vous fait ressentir, ce que ça apporte aux personnes qui le consomment. Donner une réponse définitive à la question de savoir lequel de ces films est le meilleur n'a aucun sens. La cérémonie de remise des prix a tellement évolué qu'elle accepte presque ce fait. La catégorie du meilleur film compte désormais 10 films, contre 5 il y a seulement quelques années. La plupart de ces films donnent l'impression d'être inclus uniquement comme un simple geste de reconnaissance. Si ces 10 films semblaient vraiment en compétition pour gagner, l'expérience serait différente, mais ce n'est pas le cas. 2 ou 3 sont vraiment en lice pour le meilleur film, le reste n'étant que des tapes sur la tête à divers secteurs du cinéma. Prenez F1 par exemple. Il a été nommé pour le meilleur film, vraiment ? Regardez les voitures faire vroom vroom sur un écran IMAX de 30 mètres, c'est amusant, mais meilleur film ? Vraiment ? C'est comme la catégorie du film le plus populaire que les Oscars ont tenté d'introduire avant de reculer, ou leur étrange sondage Twitter en 2022. Il est évident que la base électorale vieillissante de l'Académie n'est absolument pas en phase avec ce qui est culturellement important. Mais au-delà de ça, ils ne le peuvent tout simplement pas. Le système est tellement corrompu par le lobbying, les manœuvres politiques et l'ingérence des studios qu'il n'y a pratiquement aucun moyen de ramener cette cérémonie de remise de prix à quelque chose qui ressemble de près ou de loin à une méritocratie. Et peut-être que ça ne devrait même pas l'être. Peut-être que tout cela n'a tout simplement aucun sens. Et pourtant, il y a toujours une part de nous tous qui veut aimer les Oscars. Bien sûr, la cérémonie de remise des prix a des racines obscures et a été pervertie et déformée de façon malveillante au fil du temps, mais il reste encore l'idée de ce que représentent les Oscars, et c'est vraiment puissant. Une nuit par an où les artistes sont célébrés, où nous nous réunissons pour découvrir quel film de l'année sera sacré meilleur, recevra une couronne symbolique et une chance de rester dans les mémoires, car c'est tout ce que souhaitent vraiment les artistes. Ils veulent juste que leur travail soit reconnu pour son impact. Les Oscars sont clairement achetés, c'est la réalité. Mais il y a une petite part en chacun de nous qui veut que ce soit une véritable célébration de l'idée du cinéma. Et peut-être qu'un jour nous retrouverons cela, mais cela prendra probablement du temps. C'est tout pour cet épisode de Nerdstalgique. Et vous, quelle victoire aux Oscars vous a le plus brisé le cœur ? Partagez-le en commentaire. Et comme toujours, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci.